D'où viennent les sous-titres de nos films préférés? Et comment ça se fait que lorsqu'on regarde un film américain, on puisse le voir en français, en italien, en espagnol? Les acteurs savent-ils parler plusieurs langues? Vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler de la fameuse histoire du doublage et des sous-titres dans le cinéma. Il y a une histoire qui est vraiment intéressante, donc on va éplucher tout ça. C'est quand même assez condensé autour des années 1890 jusqu'à 1940. Après, l'évolution a été vraiment très rapide. Donc asseyez-vous, que vous soyez dans la rue, dans votre lit ou sur le trône, préparez-vous pour un voyage dans les coulisses du 7e art. Ce voyage commence d'abord avec les films muets qui n'étaient pas si silencieux que ça. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, dans les films muets, il y avait beaucoup de bruit sonore. Cela était notamment possible grâce aux intertitres qui permettaient au film de parler, entre parenthèses. Et vous savez, les intertitres, c'est les gros cartons qui étaient affichés entre deux images lors d'un film, dans lequel on avait des explications sur ce qui se déroulait dans la scène qu'on voyait à l'écran. En tout cas, c'était l'époque où la société Pathé, qui était le big boss de l'époque, c'était un peu le Bowser, si vous voulez, de l'époque, innovait en insérant justement des intertitres qui étaient traduits dans des langues internationales. Donc cela leur permettait notamment de toucher une audience bien plus large et de pouvoir faire ce qu'on appelle dans le milieu de l'argent. Mais il faut savoir qu'à ce moment-là, pour vous resituer, au début des années 1900, il y avait un nouveau type de job qui s'appelait un bonimenteur. Vous savez pas ce que c'est? Les nulos. Ces personnes-là étaient les premiers traducteurs live dans une salle de cinéma. Donc leur rôle était un peu d'animer les salles pour ceux qui ne lisaient pas, ou en tout cas pour les illettrés. Je trouve ça assez incroyable, mais je me dis que ça devait pas tout le temps être si facile que ça, d'être bonimenteur. L'année 1929, l'année du krach boursier, et quelques connaissances en économie, c'est aussi l'année où va débuter la généralisation du cinéma parlant. En 1929, le cinéma trouve sa voie avec Le chanteur de jazz d'Alan Crosland. Film essentiellement muet mais accompagné de musique, comportant de nombreux intertitres et quelques scènes chantées et parlées, enregistrées directement au moment de la prise de vue. $10. Oh, I'm going to take you to Coney Island. Yeah? Yes, I'm going to ride on the chute-to-chute. Oh. And you know, in the dark mill? Yeah? Ever been in the dark mill? No, well, with me it's all right. I'll kiss you and hug you, see if I don't. À l'affiche à Paris, à partir de janvier 1929, le chanteur de jazz aurait bénéficié d'intertitres traduits en français qui étaient projetés directement à côté de l'écran principal. Mais le cinéma parlant qui arrive, et avec ça, les dialogues, on a là un véritable casse-tête au niveau des langues, puisque l'Allemagne et Hollywood, par Hollywood j'entends les États-Unis, à l'époque Hollywood et l'Allemagne étaient les as de la production et ils cherchaient à conquérir le plus de monde possible sans avoir à perdre leur public non anglophone. Et donc après réflexion, ils ont cherché des solutions et ils sont tombés d'accord sur une idée que je trouve révolutionnaire. On avait un même film tourné en différentes langues, c'est-à-dire que pour chaque acteur, si on voulait le traduire dans une autre langue, on avait un acteur différent. Donc on avait des films avec parfois 10 acteurs différents pour un rôle, c'est monumental. La production derrière, franchement, ça devait être un casse-tête, ça devait être très compliqué à gérer. Et en plus, faut s'imaginer votre star américaine préférée remplacée par un acteur moins connu parce qu'il parle votre langue. C'est comme si dans Oppenheimer, pour le rôle de Robert Downey Jr., vous preniez José Garcia. J'aime bien José, mais... pas très glamour quoi. Et à l'époque, c'est Paramount qui adopte la politique la plus ambitieuse en la matière en créant à Joinville-le-Point et à Saint-Maurice, dans la banlieue est de Paris, un studio entièrement consacré à ses productions, tournées parfois en plus de 10 langues chacune. Franchement, je trouve ça dingue. Alors comment garder Greta Garbo et Marlène Dietrich sur nos écrans, qui étaient les grosses stars américaines à l'époque? Il a fallu inventer de nouveaux procédés, et après avoir réfléchi longuement et avoir compris que prendre 10 acteurs pour un rôle, c'était horrible,
was a bad idea from the start. Bienvenue dans le monde du doublage et du sous-titrage. Alors les premiers sous-titres c'était un peu du bricolage, mais ça faisait le job. En fait ils surimpressionnaient les sous-titres dans l'image. Ce procédé était d'ailleurs déjà utilisé dans des films muets, comme par exemple La Roue d'Abel Gans ou encore The Ring d'Alfred Hitchcock. Donc les premiers sous-titres sont assez succincts, en nombre réduit, de qualité variable quant à la lisibilité et au contenu justement de ces traductions. Et le doublage, le défi technique le plus dur était de synchroniser les lèvres avec la voix. En fait, il faut s'imaginer que les acteurs répétaient leur texte devant un film muet. Pour synchroniser votre voix avec les lèvres que vous voyez à l'écran sans son, ça devient compliqué. J'aimerais d'ailleurs rapidement parler du passage du cinéma muet au cinéma parlant, qui n'était pas accepté par de grands noms du cinéma, comme par exemple Charlie Chaplin, et les films sonores à l'époque étaient appelés des talkies, qui avaient justement une connotation péjorative, puisque talkies, ça renvoie au bavardage, donc ça veut dire qu'on pouvait bavarder dans le cinéma, enfin c'était assez compliqué. Et lorsque Chaplin tourne en 1936 les temps modernes, que vous connaissez probablement, tout le monde sait qu'il boude le parlant et il va le montrer en utilisant abondamment la musique et les bruits dans son film sonore. Quelques rares paroles fusent ça et là, mais le film en tant que tel n'est pas parlant. Et lorsque le personnage doit malgré tout faire entendre sa voix, je pense notamment à la scène dans le cabaret où il doit chanter pour gagner sa vie, c'est le moment où il perd ses manchettes dans lesquelles il y avait ses antisèches avec les paroles qu'il devait chanter. Il doit improviser et inventer un nouveau langage, un langage inconnu que seules les mimiques du personnage rendent compréhensible. Je notre soccofore, je notre citavore, je la tula tilatoire. C'est un amusant petit coup de la part de Charlie Chaplin pour les talkies. Il faut savoir qu'à l'époque, ils ont même essayé de créer un langage universel pour le cinéma. Spoiler, ça n'a pas fonctionné. Au milieu des années 30, on a enfin une standardisation des pratiques, c'est-à-dire qu'on commence à maîtriser l'art de faire parler des films étrangers en français. En doublage, on mixait la voix avec la musique et les bruits sonores. Il y a eu la création justement de plusieurs pistes sonores, ce qui permettait de mixer tout ça ensemble et de créer une véritable ambiance pour le film. On a par exemple le film d'Edmund Goulding sorti en 1932, Grand Hôtel, dans lequel la traduction et le doublage en français avaient été durement travaillés pour obtenir une véritable synchronisation grâce à des approximations successives. Monsieur Heising, quoi? Votre... Oh non, 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 non. Travail. Est-ce qu'il chante? Oh, j'espère que non. Vous jouez d'un instrument quelconque? Oui, machine à écrire. Ah. Il faut bien comprendre qu'à l'époque, les premiers retours des versions doublées se basaient principalement sur la qualité des dialogues, sur le synchronisme et sur l'ambiance sonore. Mais c'était très souvent les comédiens qui étaient en première ligne et qui pouvaient être soit loués pour leur interprétation, soit blâmés et parfois radiés pour certains de l'industrie, pour leur manque de naturel. Donc c'était pas facile pour eux. Quoi qu'il en soit, en sous-titrage, la technique évolue et apparaît alors la gravure chimique qui permet de perfectionner la lisibilité, qui était le principal défi à l'époque. Et donc à ce moment-là, voir un film en VF ou en VO devenait un choix de style. Et l'un des premiers films sous-titrés par gravure en français est L'Amazone et son mari, de Walter Lang, une production Fox sortie en 1933. Grâce à tous ces changements techniques, on va avoir de nombreux métiers qui vont naître. On voit par exemple des ingénieurs du son, des mixeurs en doublage, des opérateurs pour les machines à graver les sous-titres. Le doublage de son côté, lui, va créer une nouvelle profession, directeur artistique ou directeur de plateau. On a donc là un véritable metteur en scène pour la voix des comédiens du doublage. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les antennes des studios hollywoodiens sont réquisitionnés, les auditoriums de doublage de MGM et de Fox étaient réduits au silence complet. Un nombre réduit d'entreprises spécialisées dans la post-synchronisation et le doublage
sont autorisés à poursuivre leur activité, mais sous très haute surveillance. Le sous-titrage, lui, subit un coup d'arrêt complet, puisque la très grande majorité des films étrangers distribués, jusqu'alors en version originale, étaient anglophones. On avait donc, pendant l'occupation allemande, des films majoritairement français et allemands, parfois italiens, qui étaient diffusés dans les cinémas en France, surtout à Paris. Mais dès la Libération, les affaires reprennent instantanément et la France va notamment pouvoir découvrir de grands films qui étaient sortis pendant cette période ailleurs dans le monde. Je pense notamment à Citizen Kane d'Orson Welles ou encore Autant en emporte le vent de Victor Fleming. Ça devait vraiment être quelque chose, la Libération. Maintenant, direction vers notre époque numérique. Aujourd'hui, le doublage et le sous-titrage sont faits par des pros du numérique avec des logiciels sophistiqués qui permettent de peaufiner tout ça et d'avoir des rendus très qualitatifs. Mais attention, parce qu'avec l'arrivée justement du numérique, on a aussi vu l'apparition de sous-titrage amateurs. Parfois c'est cool, parfois c'est pas dingue. Mais ça va progresser, j'y crois. Et cette fameuse division entre les fans de version originale et de version française, personnellement, je sais pas. J'aime bien les deux. En France, on est quand même très bon pour le doublage. Je pense notamment, je sais pas, au doublage par exemple de Harry Potter. La version française a des pépites. Oh, c'est pas possible. Si ça continue, on va être les seuls de la classe sans cavalière. Tu viens avec l'un de nous? Oh, allez, si un mec va seul au bal, ça passe. Mais une fille, c'est triste. Je n'irai pas seule parce que, crois-le ou non, quelqu'un me l'a demandé. Le Seigneur des Anneaux, la version française, pépite. Le Roi Lion, la version française, pépite. Star Wars, la version française. Mais je décide pas que tu deviennes comme eux. Tu devais amener l'équilibre dans la force, pas la condamner à la nuit. Mais j'ai quand même pris goût à regarder les films en version originale. Après, si jamais je veux retourner en enfance, une petite VF de temps en temps, je dis pas non. En tout cas, cette division entre VO et VF est toujours d'actualité, mais aujourd'hui, on a vraiment beaucoup plus de choix qu'avant. Et je voudrais aussi mentionner que parfois, on a la traduction de titres de films étrangers en français qui donne lieu à des résultats plus ou moins concluants. Mais ça reste moins pire qu'au Québec. Les traductions québécoises, franchement, j'adore. Voilà, vous savez tout sur l'histoire de la traduction des films, un monde où chaque mot compte, chaque voix apporte sa petite touche de magie. Que vous soyez team VF ou VO, une chose est sûre, sans ces traducteurs de l'ombre, notre expérience cinématographique serait bien différente. Alors la prochaine fois que vous verrez dans un film sous-titré par ou doublé par, pensez à ces personnes qui travaillent dans l'ombre, pensez à ces artistes du langage qui rendent le cinéma universel. Merci d'avoir écouté cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. J'ai pris beaucoup de plaisir à la tourner et à la faire, donc n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à partager la vidéo à vos potes, et enfin le plus important, abonnez-vous pour plus d'aventures cinématographiques. Et si jamais vous avez des suggestions de vidéos ou d'histoires que vous aimeriez que j'explore, dites-le moi en commentaire et on pourra regarder tout ça ensemble. Allez, merci à tous, c'était Guigui, ciao.